It's about a thing. Yeah. Feel real good, wave your hands in the air and lick 2 shots in the air. Débat du village du livre. Carte blanche, le principe, c'est une rencontre avec un auteur, un livre. Simplement, c'est un échange à bâton rompu. Bernard va dire en quelques mots. L'auteur de votre ouvrage est clair. La Troisième Guerre mondiale et sociale, donc je le rappelle, publié aux éditions de l'Atelier. Le choix de ce titre, vous persistez et vous signez? Oui, complètement. Je vais développer un instant, mais bonjour déjà à tous et merci de me faire cet honneur d'ouvrir cette séquence du village du livre de 2016. C'est à la fois un défi, un premier défi pour moi, parce que je me suis jamais livré à l'exercice, mais pour ce faire, il faut commettre un livre. Donc voilà, c'était aussi une première. Un livre rédigé, je dois le préciser, avec Pierre Coutaz, que je salue au passage et qui est parmi nous. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. En l'occurrence à Pierre, ce qui appartient à Pierre. Oui, j'assume complètement le titre. Et pour tout dire, j'ai un petit peu hésité, parce que le titre, je l'avais, nous l'avions, puisque c'est une coélaboration, cet ouvrage, trouvé en octobre. Il était et il demeure, à mon avis, très révélateur du message que nous voulions porter, de l'analyse que nous voulions porter. Il a une référence historique. J'ai hésité au mois de novembre. J'ai hésité au mois de novembre, après les catastrophes que notre pays a vécues, parce que le mot guerre a été utilisé un petit peu à toutes les sauces. Et je me suis interrogé pour savoir si c'était toujours opportun d'utiliser ce terme qui pouvait être galvaudé entre guillemets. Et à la réflexion, après avoir échangé avec quelques militants, au contraire, je l'ai maintenu parce que ça me semble très révélateur, encore une fois, de ce que je voulais mettre en évidence, à la fois en termes de dénonciation, de risque, mais aussi de perspective pour l'éviter. Et puis c'est aussi une référence implicite à l'histoire de l'Organisation internationale du travail, puisque l'OIT, qui est peu connue, c'est une des missions que nous assignons à cet ouvrage, c'est aussi de mieux faire connaître cette institution mondiale qui n'est pas très connue en France, y compris par le corps militant, qui est une agence de l'ONU et qui a comme vocation politique, comme mission politique confiée par les États, de promouvoir la justice sociale dans le monde. Et de promouvoir la justice sociale non pas comme ça, comme une vertu ou une manière gratuite. C'est une mission qui a été définie en 1919, après la Première Guerre mondiale, on revient à une des motivations du titre. Et donc la considération selon laquelle si l'humanité voulait éviter de nouveau des conflits aussi destructeurs que la Première Guerre, il fallait mettre du progrès social dans la mécanique financière, industrielle, dans la mécanique économique internationale. Ça n'a pas suffi, naturellement, comme chacun sait, parce qu'il y a eu une deuxième guerre mondiale. Et au sortir de cette deuxième guerre, un certain nombre d'États, et toujours la France parmi ces États, il faut le souligner, décident politiquement de remettre un coup d'accélérateur. En tout cas, dans les déclarations et les affirmations, c'est l'adoption d'une déclaration célèbre, mais là aussi trop méconnue, la déclaration de Philadelphie, qui dit un certain nombre de choses, comme le travail n'est pas une marchandise, par exemple. Les considérations sociales doivent primer sur les considérations économiques et financières. Vous voyez, les considérations sociales doivent primer sur le reste. Aujourd'hui, ça apparaît comme un slogan syndical. Et donc, 2 guerres mondiales. Et aujourd'hui, donc, je reviens au titre, la troisième guerre, justement, c'est une mondialisation dont les mécanismes, aujourd'hui, contribuent à une mise en concurrence des travailleurs sur la base du moindre standard social. Donc l'autre vertu aussi, c'était d'éclairer sur la réalité des droits sociaux dans le monde aujourd'hui. Nous sommes en France, le débat, la polémique, la contestation du bien fondé d'une réforme du droit du travail est omniprésente, les luttes durent depuis des mois, nous ne sommes pas le seul pays étant confronté à ce défi. Il m'a semblé aussi opportun de mieux faire connaître ce qu'était la réalité des droits sociaux dans le monde pour mieux comprendre les enjeux
au travers d'une lutte certes nationale sur l'évolution du Code du travail, mais qui s'insère dans un ensemble où ce qui domine, c'est une précarisation grandissante. Alors je ne vais pas vous abreuver de chiffres, ce n'est pas le but du propos, mais donc je donne les éléments statistiques qui sont des rapports officiels de l'Organisation internationale du travail pour montrer que cette économie qui participe à une plus grande précarité, elle n'est pas durable socialement. Et elle est potentiellement porteuse, alors si ce n'est d'une troisième guerre mondiale, mais en tout cas de nombreux conflits, de nombreuses tensions, et on en trouve déjà aujourd'hui des illustrations tout à fait évidentes. Quand on superpose la carte, ou les cartes de la précarité, de la pauvreté, de l'absence d'accès à l'éducation nationale, on s'aperçoit que les zones de tension, elles continuent de trouver leurs origines dans les zones de pauvreté. Et pour ne rien dire, ou pour dire un mot, des théories nationalistes, racistes, qui vont s'enrober de différents drapeaux pour justifier des attitudes hostiles, voire criminelles, à une échelle internationale. Donc, on n'est pas confronté à une troisième guerre mondiale avec le même profil que les deux précédentes, mais on est quand même confronté au même défi de promouvoir la justice sociale si on veut assurer une coexistence pacifique des peuples qui peuvent résoudre leurs conflits autrement que par des conflits armés. Mais pour ça, il faut promouvoir la justice sociale. Et donc, le livre donne aussi quelques arguments sur la réalité sociale. Un travailleur sur deux dans le monde aujourd'hui n'a pas de contrat de travail, par exemple. Un travailleur sur deux n'a pas de contrat de travail. Autrement dit, pour cela, vous comprenez bien que le débat sur la consistance du Code du travail, des procédures de licenciement, des horaires de travail, de la rémunération, c'est des débats qui n'ont pas lieu d'être, puisque par définition, il n'y a pas de contrat et tout est, pas codifié, mais défini selon le bon vouloir d'un employeur, etc. etc. On est dans un mécanisme qui fait qu'encore aujourd'hui, 168 millions d'enfants sont au travail, alors qu'une convention internationale l'interdit. Il y a encore des entreprises qui bénéficient, au vrai sens du terme, de l'exploitation du travail des enfants. Les seuls profits estimés, procurés par le travail des enfants et le travail forcé, on a aussi plusieurs dizaines de millions de travailleurs qui sont dans le travail forcé, une forme d'esclavage, on dit esclavage moderne, mais le mot moderne, j'ai du mal à l'accoler au terme esclavage, ça reste de l'esclavage, représente 150 milliards de dollars par an. Et ça, c'est dans l'économie réelle, c'est-à-dire que ce n'est pas une économie souterraine, ça irrigue aussi l'économie réelle. Et puis, dernier mot pour ne pas être trop long, donc j'ai voulu éclairer sur les outils à notre disposition aujourd'hui, l'Organisation internationale du travail dans laquelle je siège depuis 2014, au titre du Collège des travailleurs, puisque c'est la seule instance mondiale où les travailleurs sont représentés, à côté de représentants d'employeurs et à côté des représentants de tous les gouvernements. Et c'est le seul lieu donc où nous pouvons nous exprimer sur nos attentes, nos revendications, essayer d'infléchir et élaborer des normes internationales du travail et essayer de les faire respecter. Donc je milite pour un renforcement des prérogatives de cette institution mondiale au détriment d'autres institutions qui ont pris le pouvoir, plus que l'Organisation internationale du travail. Je pense au FMI, à la Banque mondiale, je pense au G20, c'est-à-dire que les États qui à la fois ont confié une mission politique noble, je dirais, promouvoir la justice sociale à l'échelle de la planète, ont aussi parallèlement constitué d'autres institutions à qui ils ont confié plus de pouvoir et qui donnent le là sur le respect des normes internationales du travail. L'une d'entre elles, qui est largement connue et dénoncée à juste titre, c'est le FMI, qui, sur des plans d'ajustement, des plans dits de redressement, on peut citer la Grèce mais bien d'autres pays, se permettent aujourd'hui de demander à des pays d'enfreindre la législation sociale internationale telle qu'elle est codifiée pour faire primer des impératifs financiers de court terme. Et donc je suggère plusieurs pistes d'évolution pour modifier le cours des choses et effectivement promouvoir la justice sociale. Oui, alors donc là vous expliquiez le rôle et puis donc l'importance de l'Organisation internationale du travail, donc vous êtes membre du bureau. Évidemment, votre expérience, celle d'ancien dirigeant syndical, ancien secrétaire général de la Confédération générale, est-ce que cette mission nouvelle, cette vision peut-être plus globale, vous a amené à, là c'est peut-être une question un peu plus personnelle, mais qui peut éclairer sur, pour justement aider à ce qu'aujourd'hui
on ait des billes pour que les luttes soient constructives et victorieuses. Est-ce que cette position vous a obligé ou vous a fait en sorte que vous voyez les choses différemment? En termes d'urgence, oui, incontestablement. Alors, à la fois les mandats, parce qu'il y en a eu plusieurs que j'ai exercés à la CGT, m'aident bien évidemment pour exercer cette responsabilité au plan international. Je siège avec d'autres délégués venant d'autres continents qui n'ont pas la même expérience syndicale, ils ont d'autres profils, d'autres parcours. En ce sens, on peut avoir une délégation complémentaire, mais incontestablement, mon parcours aide à l'exercice de ce mandat. Ça, c'est incontestable. En même temps, ce mandat, moi, si vous voulez, m'éclaire sur l'urgence de la situation. L'urgence d'un point de vue social et de l'impasse que ça représente. Ça m'éclaire sur deux enjeux. Le premier, c'est l'urgence, parce qu'il y a des centaines de millions de travailleurs dans le monde qui travaillent dans un dénuement extraordinaire. Quand 73% de la population mondiale n'a pas de système de protection sociale. 73%. Un travailleur sur deux n'a pas de système de retraite. 12% seulement des chômeurs ont un système d'indemnisation. Nous, on est un peu au-delà de 40% et on n'est pas satisfait. Parce qu'on considère que les chômeurs, a priori, c'est pas un choix de vie d'être privé d'emploi pour des salariés lorsqu'on n'a que sa force de travail pour assurer des revenus. Pour vivre, c'est pas un choix délibéré. Mais 40%, la moyenne mondiale, c'est 12%. Il y a seulement 28% des femmes qui ont droit à une allocation maternité. Autrement dit, la grande majorité des femmes dans le monde, lorsqu'elles ont un enfant, doivent faire le choix au plus vite de réintégrer leur activité professionnelle pour gagner de l'argent. Il n'y a pas d'allocation permettant le congé. L'accès à l'éducation, enfin bref, la réalité, l'état des droits sociaux dans le monde et la situation sociale montrent l'urgence. Et la deuxième conviction renforcée, je l'avais, mais c'est par rapport à nos... Et j'espère que le livre, de ce point de vue-là, aidera aussi. Hein, ça se veut être un élément mis à disposition du corps militant, de s'armer davantage, en quelque sorte. C'est qu'une des manières de résister à la mise en cause des droits dans les pays où les droits sociaux sont les plus développés, c'est d'agir rapidement pour que ceux qui en ont le moins en aient davantage et rapidement. Parce que sinon, le discours sur la mise en compétition et la compétitivité, il est perdu d'avance. Il est naturellement perdu d'avance. Lorsqu'on regarde dans l'industrie, prenons des industries, l'industrie textile, on a eu cette catastrophe du Rana Plaza, une usine qui s'effondre, 1100 ouvrières pour l'essentiel, c'était des femmes, qui meurent par l'effondrement de leur usine alors qu'elles étaient au travail, et malgré les alertes, etc., etc. Ça se fait sur la base d'un gouvernement qui n'a aucune administration du travail, il n'y a pas de corps d'inspection du travail, d'administration souvent corrompue, où les bacs chiches servent d'autorisation pour mener une activité industrielle, auquel cas on a là un directeur d'usine qui se permet de construire une bâtisse sur 7 étages sans aucun respect des règles élémentaires en matière immobilière, et qui met sur 7 étages des machines, des ouvrières, et puis l'immeuble s'effondre. Mais on a surtout, en début de chaîne, des firmes internationales qui font fabriquer leurs t-shirts, leurs shorts, leurs survêtements dans des usines qui ont cette configuration et à qui on doit demander des comptes. C'est-à-dire qu'il y a des responsables en début de chaîne. Alors naturellement, elles s'en offusquent, elles s'en défendent, et elles considèrent que dans l'économie mondiale aujourd'hui, une firme a la possibilité de contracter avec un premier sous-traitant, et puis le premier sous-traitant va sous-traiter de nouveau, etc., etc. Et en bout de chaîne, on se retrouve avec un directeur d'usine qui se sert d'ouvrières quasiment comme des esclaves, en infraction avec toute la réglementation en matière de sécurité, d'hygiène, de respect. Il n'y avait pas d'enfants dans cette usine, mais enfin sur les trottoirs d'à côté, il y a des enfants dans des usines du textile. Donc c'est aussi ça qu'il faut bouleverser. Donc encore une fois, le deuxième mouvement dans mon analyse personnelle,
C'est surtout une plus grande conviction que dans les pays où les droits sociaux sont les plus développés, le combat, ça consiste pas simplement à résister à leur remise en cause, bien sûr il faut le faire, mais un des éléments de les conforter, c'est d'exiger une amélioration des droits sociaux pour ceux qui n'ont rien. Alors, Bernard, vous disiez tout à l'heure que cet ouvrage, vous l'avez écrit donc fort de ces expériences, de ces analyses et donc de ces rapports qui malheureusement d'année en année tombent et sont alarmants chaque année plus, davantage. Vous disiez qu'il y avait aussi quelque part, c'était pas une adresse, mais en tout cas que ça serve aux militants. Donc voilà. Donc, est-ce que quel serait le message ou quel serait ce que vous auriez ce que vous voudriez dire donc que ce soit aux militants, mais même plus largement au mouvement social et puis aussi aux politiques qui en l'occurrence sont des interlocuteurs qui sont pas, qui peuvent décider et agir aussi. Bon, le premier message, ce serait de lire le bouquin. Oui, on ne peut que leur conseiller. Achetez le bouquin et lisez-le. Oui, le lire. J'aurais pas le temps de tout développer, puis c'est pas l'objet de cette rencontre. Bon, je suis intéressé par les premiers retours militants qui vraiment y trouvent un intérêt. C'est pas pour essayer de vous vendre une marchandise, c'est pas du tout l'objet. Au passage, le produit financier du livre est intégralement reversé au syndicat qui met le plus cher, en l'occurrence la CGT. Enfin, sachez-le, au cas où ça puisse être éventuellement une question de déontologie particulière. Donc je vous le précise, les produits sont entièrement reversés au au village du livre, nous le disons, nous ne payons pas non plus nos conférenciers. Voilà, bah oui, évidemment. Alors bon, plus sérieusement, j'espère que ce livre peut aider à la fois à mieux appréhender des problématiques internationales par définition, mais en même temps montrer que chacun à son niveau peut intervenir sur des problématiques internationales. Dans les éléments que je livre sur une meilleure connaissance de la situation des travailleurs, il apparaît aujourd'hui qu'il y a 500 000 multinationales dans le monde qui font travailler directement ou indirectement un travailleur sur 5. C'est considérable. 20% des travailleurs dans le monde, de fait, travaillent à un moment donné pour une multinationale. Alors souvent en sous-traitance, parce que les multinationales ont un cercle réduit de salariés directs, qu'elles embauchent directement, mais pour l'essentiel, ça fait un peu référence à ce que je disais pour le textile, mais on le trouve pour tout un tas d'autres activités, le phénomène de sous-traitance en cascade fait travailler des salariés qui au final produisent ou font fonctionner un service qui est au service d'une multinationale, un travailleur sur 5. Et nous devons tous être beaucoup plus exigeants en termes de transparence sur les conditions sociales dans lesquelles ces multinationales diffusent leur activité. Et donc en tant que militant syndical, mais aussi en tant que militant politique, là où nous travaillons, nous devons être beaucoup plus exigeants sur les conditions dans lesquelles ces grandes multinationales exercent leurs activités, parfois avec des sous-traitants qui sont à l'autre bout du monde. Les entreprises, et dans cette délégation, on côtoie donc des représentants de différents continents. On a un camarade américain qui siège avec nous dans la délégation. Les entreprises aux États-Unis, par exemple, qui ne sont pas parmi les plus vertueuses sur le plan social. Les États-Unis font partie, et je l'évoque, c'est le dernier pays du G20 s'agissant du respect des normes internationales du travail. Par contre, l'élément moteur pour des grandes entreprises américaines, c'est moins le respect du droit au sens législatif du terme ou juridique du terme que la question de la réputation vis-à-vis du consommateur. Et il y a de grandes entreprises américaines qui font des efforts, voire qui procèdent à des changements de comportement ou d'attitude face au risque de mauvaise réputation vis-à-vis du consommateur, s'il s'avérait que l'entreprise était détectée comme faisant travailler peut-être des enfants ou des esclaves. À ce moment-là, le consommateur américain aurait un comportement qui, en termes de chiffre d'affaires, serait redoutable. Donc, on a des moyens d'action pour l'ensemble, en direction de l'ensemble des citoyens et des consommateurs. Je milite, par exemple, pour que l'OIT se voit reconnaître la mission d'élaborer un label. Alors, un label qui pourrait être attribué au pays, en fonction de l'attitude vertueuse vis-à-vis des normes internationales du travail, mais aussi un label, pourquoi pas, vis-à-vis des produits d'entreprise. Et je me dis,
C'était un échange que j'avais eu avec un Français anciennement directeur de l'OMC, dont le prénom est François, pour ne pas le citer, qui me disait que ce qui progresse le plus dans les normes du commerce, ce sont des clauses, des règlements qui sont soucieux du devenir animal dans les chaînes alimentaires. Et ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de normes et de règles qui sont soucieuses du sort fait aux animaux, comparées aux clauses, aux règlements qui seraient soucieux du sort fait aux femmes et aux hommes dans la production. Alors moi j'ai rien contre le fait qu'on soit tous soucieux du sort fait aux animaux, c'est pas le problème. Mais de là en arriver à ce que la réglementation s'agissant de l'espèce animale soit plus élaborée bientôt que de la réglementation et de l'encadrement vis-à-vis des hommes et des femmes, vous avouerez que dans la hiérarchie des préoccupations, on pourrait au moins attendre un équivalent. Ça n'est pas du tout le cas. Donc de ce point de vue-là, je reviens à mon propos, j'espère que le livre aidera aussi à montrer que chacun peut être acteur pour modifier. Alors je livre aussi des pistes d'ordre institutionnel, là ça renvoie davantage aux politiques, aux États, peut-être que ça me permet de répondre à une autre partie de la question, mais chacun dans son entreprise, en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant que salarié dans son secteur d'activité, on peut être beaucoup plus attentif, beaucoup plus exigeant sur les conditions dans lesquelles les activités se mènent à une échelle internationale. Alors il y a déjà des choses de fait, il ne faut pas considérer qu'on est au degré zéro. Je pense aux militants qui sont investis dans des comités internationaux, qu'il s'agisse des comités européens. Je consacre d'ailleurs un chapitre à l'Union européenne parce qu'en termes de dumping, de mise en concurrence des travailleurs, l'Europe est aussi bien placée. Ne faisons pas comme si on était, mais ça on le sait ici, dans un espace où le standard social ne soit pas critiquable au niveau européen. Donc on a déjà des militants qui sont investis de fait dans un certain nombre d'institutions internationales, mais il faut en faire des questions beaucoup plus récurrentes et beaucoup plus partagées. Donc encore une fois, j'espère que le livre aidera une population plus large à s'emparer de ces sujets. Vis-à-vis des responsables politiques, alors nous parlons dans une séquence, chacun le sait, cette fête de l'UMA, pas uniquement, mais elle est notamment calée, comme ça arrive régulièrement, et de plus en plus régulièrement maintenant, puisqu'on est sous l'égide du quinquennat, à la veille d'échéances politiques nationales. Et ce que je veux indiquer, c'est que ce qui est attendu aussi, je crois, par nombre de citoyens, c'est que même que sous couvert de mandats politiques de nature nationale, les responsables politiques sachent défendre des valeurs et des objectifs à une échelle internationale. Parce que chacun a bien conscience au niveau des citoyens que le sort des uns et des autres est lié. C'est une part aussi de la résolution de Philadelphie de 1944. Quelles que soient les zones de misère, ça rejaillit à un moment donné sur le toute l'humanité. Personne ne peut prétendre, sauf des nationalistes complètement cons, peuvent prétendre qu'on va constituer demain une espèce d'Eldorado par pays qui serait un espèce de paradis, protégé de tous les maux de la planète, des misères ou des catastrophes qui pourraient exister sur le continent d'à côté ou même à l'autre bout de la planète. J'évoque rapidement, mais j'évoque les préoccupations environnementales qui militent elles aussi pour que les salariés aient davantage de droits pour intervenir sur les processus de production. Il est évident aujourd'hui que notre sort à tous est lié en termes environnementaux. Il n'y a pas de nuage, contrairement à ce qu'on nous a expliqué, qui pouvait s'arrêter à une frontière, par exemple. Notre sort est lié, c'est vrai aussi sur le plan social. Donc ce que j'attends aussi, moi, du débat politique, et encore une fois, même s'agissant de mandat national, c'est qu'on sache éclairer sur les enjeux internationaux et qu'on sache porter des alternatives sur le plan international. Et naturellement, je l'espère bien, mais ça vous l'aurez compris, qu'on accorde une importance beaucoup plus importante à la dimension sociale des problèmes à l'échelle internationale qu'on ne le fait aujourd'hui. S'efforce d'apparaître vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des investisseurs, comme étant le plus accueillant. Et pour être le plus accueillant, ils sont prêts à mettre à bas de la législation sociale, des systèmes de protection sociale, puisque c'est celui qui offrira le meilleur terrain d'accueil aux investisseurs. Et à ce titre, le gouvernement actuel ne se distingue pas trop d'autres gouvernements. Certains sont beaucoup plus réactionnaires et libéraux encore. Mais notre gouvernement actuel s'inspire de cette philosophie
consistant à considérer que c'est par de plus grandes facilités aux investisseurs qu'on va créer de l'emploi et qu'on va améliorer le sort des travailleurs dans le monde. Il n'y a aucune expérience dans le monde qui atteste la véracité de cette théorie économique, qui n'en est pas une d'ailleurs. Tout comme il n'y a pas de démonstration dans le monde que la précarité permet de créer de l'emploi. Parce que si c'était le cas, dans les pays où il y a plus de 90% des travailleurs qui sont sans contrat de travail, ça devrait être le plein emploi. Si on poussait à l'extrême la logique de simplification de la réglementation du travail qui serait créatrice d'emploi, on devrait considérer que là où il n'y a aucune réglementation du travail, il y a le plein emploi. C'est absolument pas le cas. Il n'y a pas un exemple au monde où on peut faire cette démonstration. Mais là, je m'égare et je suis peut-être trop long. Donc, merci à Bernard.